Voilà. Je vais peut-être commencer. Ce qu'on avait vu, moi j'avais préparé un petit topo un peu général sur la situation au niveau global. Nico avait un peu plus préparé sur les bases de Daesh, enfin de l'État islamique, ce qu'il peut représenter en Syrie. Et après, on peut aussi bien sûr discuter un peu librement sur ces sujets, sur les situations qu'il peut y avoir dans nos coins et de la situation globale. Pour commencer, bien sûr, hein, les actes barbares qui ont été commis par Daesh à Paris et à Saint-Denis, ils peuvent horrifier toute personne ayant un minimum de sentiments humains. Et en s'en prenant un vendredi soir à un stade, à des cafés, restaurants et au Bataclan, le but des terroristes, c'était de massacrer un maximum de personnes, et ce, quelles que soient leurs origines, leur nationalité, leur religion, leur supposée religion ou leur couleur de peau. Et face à un tel déchaînement de barbarie, c'est vrai que la première des réactions légitimes, c'est l'émotion, la colère, la tristesse, le deuil, la pensée pour les victimes, leurs familles, leurs proches et leurs amis. Mais ces sentiments humains naturels ne doivent pas non plus nous empêcher la réflexion, bien au contraire, et surtout pas nous conduire à nous mettre à la remorque des Valls, des Hollande, des Obama, des Poutine, des Al-Assad, des Rouhani, des Erdogan, des Saoud et des autres dirigeants de ce monde. Ce qu'il faut quand même comprendre au départ, c'est que Daesh, c'est pas un groupe de psychopathes qui est sorti du néant. C'est à la fois un groupe terroriste, une secte religieuse et aussi une structure étatique. Et Nico développera ce point. Si l'islamisme politique est né dans les années 1920, avec l'émergence des frères musulmans, ce courant est devenu une force politique majeure en Asie et en Afrique en 79, avant tout pour écraser la révolution iranienne en Iran. C'est par centaines de milliers que les opposants de la République islamique sont exécutés dans les années 80. Et sous des formes différentes, selon les pays, l'islamisme politique s'est renforcé, apparaissant aussi comme l'idéologie de plusieurs bandes armées, avec l'émergence des talibans, puis de Al-Qaïda en Afghanistan. Et ces groupes trouveront un terreau pour se développer dans des pays en guerre, en particulier en Irak sous occupation à partir de 2003, mais aussi en Somalie avec l'Union des tribunaux islamiques, le GIA, puis le GSPC et Al-Qaïda au Maghreb islamique en Algérie, etc. Et c'est en Syrie, dans le contexte de guerre civile déclenchée par Bachar al-Assad pour maintenir son pouvoir en place face au soulèvement populaire, qu'apparaît Daesh comme scission d'Al-Qaïda. En s'emparant du pouvoir dans une zone de la Syrie et de l'Irak, Daesh instaure immédiatement un ordre terroriste contre la population. Une politique génocidaire à l'encontre des minorités, notamment yézidis, chiites, chrétiennes, mise en esclavage des femmes avec des marchés aux femmes, exécutions sommaires, etc. Et si la Syrie fait la une de l'actualité, ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'il y a bien des zones du monde qui vivent dans un état de guerre et de chaos interminable. Donc si on prend l'Afghanistan, ça fait depuis 79 que ce pays n'a pas connu de véritable paix. L'Irak a connu d'abord la guerre avec l'Iran de 81 à 88, la guerre de 90-91, un embargo meurtrier et enfin un état de guerre permanent depuis 2003. La Somalie est ensanglantée par la guerre civile depuis 91. Depuis 96, la guerre est permanente dans la région du Kivu en République démocratique du Congo. Et depuis mars 2015, l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est-à-dire les deux principaux pôles obscurantistes, les deux principaux pôles de l'islamisme politique dans le monde, se mènent une guerre ouverte au Yémen. Et on peut ajouter, parmi les conflits aujourd'hui, par exemple le conflit à l'est de l'Ukraine depuis 2014. Et dans beaucoup de ces conflits, ces guerres, elles apparaissent d'autant plus atroces, d'autant plus interminables, qu'elles opposent pas deux forces bien déterminées, dont une finira forcément par vaincre, mais une multitude de bandes armées, avec derrière elles le soutien, les intérêts contradictoires de plusieurs États régionaux et aussi de puissances impérialistes. En Syrie, la Russie, elle intervient militairement depuis fin septembre 2015 pour soutenir Bachar al-Assad. La République islamique d'Iran, elle intervient elle aussi dès le début en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad par le biais des milices du Hezbollah. La Chine, elle soutient un peu plus discrètement aussi Bachar al-Assad. Et à l'inverse, le Qatar, l'Arabie saoudite, apporte un soutien au front Al-Nosra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, et a apporté déjà un soutien, et ça c'est officiel, parce qu'il y a des choses après qui sont un peu plus officieuses, mais là bien officiellement, avant la scission qui donnera naissance à Daesh.
Le régime d'Erdogan en Turquie soutient de son côté aussi Daesh, non seulement pour faire face à son rival Al-Assad, mais aussi et surtout pour écraser la résistance kurde. Il est à noter que les 3 attentats qui ont eu lieu en 2015, qui ont été commis en 2015 par Daesh en Turquie, c'est-à-dire à Diyarbakir, à Solouch et à Ankara, ont à chaque fois visé l'opposition au régime d'Erdogan, puisqu'il s'agissait d'abord d'un meeting de l'HDP, ensuite d'un rassemblement de jeunes socialistes internationalistes qui allaient apporter de l'aide humanitaire à Kobané, et le dernier, d'une manifestation pour la paix, la démocratie et l'emploi à Ankara. Et les frappes militaires turques, après chaque attentat, elles visent essentiellement, au nom de la lutte contre le terrorisme, les bases kurdes, tout comme la répression qui s'abat en Turquie. Elle ne se dirige pas tellement contre les islamistes, il y a eu quelques arrestations, mais surtout contre des militants d'extrême gauche, aussi des militants de gauche, et même des démocrates, comme des journalistes qui dénonçaient justement les collusions de l'AKP d'Erdogan avec Daesh. Quant aux États comme la France, les États-Unis, ils interviennent en Syrie contre Daesh, tout en étant contre Bachar al-Assad. On a finalement en Syrie 2 conflits qui se superposent. Une guerre contre Daesh, au sein de laquelle se mène également une guerre entre d'un côté la Russie et ses alliés, et d'autre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et leurs alliés, dont certains des alliés dans les pays arabes, comme Arabie Saoudite ou Qatar, continuent de soutenir Daesh en sous-main, ou alors pour la Turquie, c'est aussi le cas de la Turquie. Et même le régime de Bachar al-Assad, tout en étant officiellement en guerre contre Daesh, il a à un moment favorisé le développement de ces fanatiques obscurantistes pour s'en servir comme d'un repoussoir, à la fois en interne, contre la révolte de la population, et aussi à l'échelle internationale. Et il semble que là, il se dessine peut-être une alliance tactique temporaire entre plusieurs pays, y compris États-Unis, France et Russie, Chine, etc., contre Daesh, mais c'est une alliance qui de toute façon ne durera qu'un temps relativement court et empêchera pas des affrontements par bandes armées interposées entre ces blocs et des affrontements qui ont lieu aujourd'hui même dans le Donbass, par exemple. Et dans ce conflit, comme dans les autres, les différents États, ils n'interviennent pas, quel que soit leur discours, pour tel ou tel motif idéologique, mais uniquement pour défendre des intérêts géostratégiques et économiques. C'est ainsi, pour retourner un peu dans le passé, qu'on sait que Ben Laden, il avait longtemps été soutenu par les États-Unis, avant de devenir leur ennemi public numéro 1, que Poutine a donné les pleins pouvoirs à l'islamiste nationaliste Rassam Kadyrov en Tchétchénie. C'est ainsi aussi que les dirigeants de pays obscurantistes comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran sont régulièrement invités en grande pompe à travers le monde pour négocier des contrats industriels ou politiques. C'est ainsi aussi que cet état de guerre, dans de larges régions du monde, c'est aussi une source de profit juteux pour les capitalistes. 2015, ça devrait être une année record pour l'industrie de l'armement française avec 15 milliards d'euros de commandes. L'intervention militaire en Libye a servi de publicité grandeur nature pour les avions Rafale qui se vendent désormais au Koweït, en Inde, au Qatar et ailleurs, y compris d'ailleurs à des États qui soutiennent en sous-main Daesh ou la branche syrienne d'Al-Qaïda. D'ailleurs, au lendemain des attentats de Paris, le plus grand fabricant d'armes français, Thales, a connu une hausse de 3% à la bourse, et même chose aux États-Unis, où l'industrie de l'armement a vu ses cours bondir de 2 à 3% à l'ouverture des marchés lundi 16 novembre. Alors Jaurès disait déjà que le capitaliste porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Dans un monde en état de guerre, il est impossible de maintenir ici ou là un îlot de paix durable. La vieille perspective socialiste ou barbarie, elle prend une fois encore tout son sens. Et dans ce monde en guerre, dans cette descente vers l'enfer de la barbarie généralisée, le vieux refrain de la chanson prend tout son sens. Les salauds qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. Alors cette perspective révolutionnaire, cette perspective du socialisme, d'une société humaine, pour en finir à la barbarie, elle doit être conservée, mais c'est une stratégie, c'est une perspective qui est plutôt à long terme. Par contre, dès aujourd'hui, il faut faire déjà quelques constats. Si barbare qu'aient pu être les attentats de Paris, aujourd'hui à Paris, sinon à Londres ou à New York hier, il faut aussi garder à l'esprit que les premières et principales victimes de la barbarie des obscurantistes religieux sont bien les populations des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Notre camarade Mariam Namazi, dans un communiqué qu'elle avait fait juste après les attentats, elle rappelait au cours de ce mois, et si seulement, donc ce mois de novembre, fin octobre, début novembre, il y a parmi les morts 7 Hazaras, c'est une minorité chiite en Afghanistan, dont une fillette de 9 ans décapitée par Daesh. Et Rokhshana, 19 ans, lapidée par les talibans en Afghanistan. Une fosse commune de femmes yézidis a été découverte après que Daesh ait été bouté hors de Singar.
Les attaques à la bombe dans les rues de Bagdad et Sadr City ont tué 41 personnes. Les explosions jumelles à Beyrouth au Liban tuèrent au moins 43 personnes. Un avion de ligne russe abattu avec 224 personnes à bord. Au moins 4 personnes tuées dans une attaque suicide dans le Sinaï en Égypte. Un éditeur laïque et 3 autres personnes blessées au Bangladesh. Au moins 32 personnes, y compris 4 enfants, tuées dans une attaque suicide au Pakistan. 30 personnes tuées et des douzaines de blessés dans la double attaque suicide dans l'état de Borno au Nigeria. D'autres, innombrables, ont également été tués, non pas par des djihadistes, mais légalement, par des États islamistes selon les lois de la charia. 100 exécutions en Arabie Saoudite en 6 mois et 700 en Iran pendant la même période. L'actuel président Rouhani, qui devait venir en France, a présidé à l'exécution de 2000 civils pendant ses 2 ans de mandat. Et bien plus encore, languissent en prison et subissent le joug des gardiens de prison, voile obligatoire, ségrégation de genre et même interdiction de rire à voix haute ou de la musique. Et elle ajoute, en dépit de cette dévastation, il y a de l'espoir. Juste cette dernière semaine, des femmes sont sorties pour tenter de s'opposer à la lapidation de Rokshana. Des dizaines de milliers se sont opposés aux décapitations en Afghanistan et les Peshmerga ont libéré Sinjar du joug de Daesh, faisant tomber le drapeau de Daesh et monter le drapeau kurde. Et il convient de souligner que si ni l'intervention en Afghanistan en 2001, ni celle en Irak en 2003 n'ont permis de faire reculer les mouvements islamistes, bien au contraire, les forces de l'YPG ont par contre remporté des victoires décisives contre Daesh, comme à Kobané puis au Sinjar. Quelles que soient nos critiques vis-à-vis de la politique du PKK, c'est finalement une résistance armée basée sur des milices populaires, implantées localement et non une armée officielle qui a fait reculer Daesh. Et en première ligne, soulignons qu'on trouve des femmes dans ce combat, principal signe de la politique misogyne et d'apartheid sexiste des obscurantistes, qui sont aussi au premier rang dans la lutte contre Daesh et qui se battent pour leurs droits. Nos camarades du Parti communiste ouvrier du Kurdistan ont eux aussi mis en place des milices d'autodéfense contre Daesh. L'espoir d'en finir avec le terrorisme islamiste, qui prennent les couleurs de Daesh, de Boko Haram, du Hezbollah, d'Al-Qaïda ou d'autres, il se trouve avant tout dans les mobilisations des populations, des femmes, de la classe ouvrière, etc., des pays du Moyen-Orient, d'Afrique ou du sous-continent indien. Non, il n'y a pas de guerre de civilisation entre un Occident évolué, entre un Occident évolué et un Orient arriéré, mais bien un combat à l'échelle mondiale entre l'humanité et la barbarie, entre les exploités et les exploiteurs, entre le progrès social, la liberté et l'égalité d'un côté, la réaction, la misogynie et l'oppression de l'autre. Les luttes des ouvriers de l'automobile à Bourcha, en Turquie, la colère des salariés de la fonction publique au Kurdistan d'Irak, le mouvement contre la corruption et le sectarisme en Irak, les luttes ouvrières en Iran et même l'émergence de mouvements de femmes ou de manifestations de chômeurs en Afghanistan sont quelques exemples qui montrent qu'au Moyen-Orient comme ailleurs, il existe une alternative à cette barbarie générée par le capitalisme. Et cette lutte, au-delà du soutien concret à nos camarades du Moyen-Orient, nous devons la mener aussi ici même. Comme des charognards, l'extrême droite raciste tente d'instrumentaliser les odieux attentats commis par Daesh à Paris et à Saint-Denis. À Lille et à Metz, des militants néofascistes ont tenté de s'inviter au rassemblement en mémoire des victimes pour vomir leur haine xénophobe. Dans plusieurs villes, des inscriptions racistes et des appels au meurtre ont été signalés. À Pontivy, un passant maghrébin s'est violemment fait agresser par des néo-nazis de l'ADSAV, une organisation d'extrême droite bretonne. Un homme d'origine turque a été la cible de tir en raison de sa couleur de peau à Cambrai. Quel que soit le contexte, bien sûr, le racisme est une honte pour l'humanité. Et cette propagande de charognards xénophobes est particulièrement répugnante après le carnage commis par Daesh à Paris, où parmi les victimes on trouve des personnes de différentes confessions, origines et nationalités. Notons à son propos que l'extrême droite raciste est elle aussi capable des mêmes barbaries que l'extrême droite islamiste, comme l'ont montré récemment les crimes commis en Allemagne, en Norvège ou aux États-Unis. Plus que jamais, il y a urgence à lutter contre le racisme, à combattre l'extrême droite nationaliste qui cherche à instrumentaliser la barbarie de l'extrême droite obscurantiste. Plus que jamais aussi, nous devons affirmer haut et fort bienvenue aux réfugiés. Ce que fuient les réfugiés de Syrie, d'Irak, du Soudan et d'ailleurs, ce sont les mêmes bombes, les mêmes terroristes, la même barbarie, mais au quotidien, que celle qui s'était abattue à Paris le vendredi 13 novembre. Enfin, face aux nouvelles mesures annoncées, nous devons défendre nos libertés, notamment celle de manifester. Le fait que les policiers du RAID aient été mobilisés quelques jours après les attentats
pour expulser des squatteurs à Lille doit nous inquiéter, comme les restrictions aux libertés de manifester en Île-de-France. Et si le gouvernement appelle à l'union sacrée, à taire nos revendications, il faut souligner qu'après les attentats comme avant, les patrons continuent de licencier et le gouvernement poursuit le démantèlement du Code du travail et de nos garanties collectives. En aucun cas, nous devons accepter des restrictions sur nos droits à lutter et à nous défendre contre les attaques patronales. En aucun cas, nous devons accepter des restrictions de nos libertés de nous organiser, à faire grève et à manifester. Alors peut-être qu'il va falloir qu'on rame un moment à contre-courant, mais c'est bien la seule façon d'espérer en finir un jour avec cette société qui n'apporte que la guerre, la misère, le chaos et la barbarie, et d'offrir la perspective d'un monde meilleur, libéré des intérêts géostratégiques, économiques et financiers des différents États et fractions bourgeoises. Voilà, c'était pour lancer. Je vais peut-être laisser Nico prendre la parole pour parler un peu plus de ce que représente Daesh aujourd'hui en Syrie et en Irak.